Ma première question, ce serait peut-être que déjà tu nous expliques assez simplement quel est le lien qu'il peut y avoir entre alimentation, inflammation et douleurs articulaires, puisque on va parler de ces différents sujets-là, et comme ça déjà on pose les bases avant qu'on rentre vraiment dans les sujets de fond. Bonjour, c'est Aline de Bouge tes genoux. Aujourd'hui, j'ai invité Cécile Caron à venir sur la chaîne pour parler d'une grande question. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi j'ai encore mal aux genoux alors que pourtant je mange équilibré. Vaste question. Et je ne suis pas forcément la meilleure pour y répondre. Donc, j'ai invité Cécile. Bienvenue Cécile. Est-ce que tu veux déjà te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Aline, merci de m'avoir proposé cet échange. Alors pour me présenter, donc je suis Cécile Caron, je suis praticienne en nutrition fonctionnelle et je suis spécialisée dans le bien-être digestif. Donc qu'est-ce que ça veut dire la nutrition fonctionnelle? Ça veut dire qu'on va essayer de rééquilibrer le corps. On va trouver les causes des différents déséquilibres de santé et donner au corps ce dont il a besoin. En fait, on va le nourrir, c'est vraiment ça, hein, pour qu'il fonctionne correctement. Et je me Ok. suis spécialisée dans les bien-être digestifs, donc on va en parler puisque ça a un lien avec les douleurs aux genoux, on n'y pense pas forcément. Exactement. Et c'est ce qui m'a vraiment motivée à t'inviter, c'est que souvent, les conseils basiques sur qu'est-ce qu'il faut bien manger pour pas avoir d'inflammation, pour avoir moins mal aux articulations, les gens connaissent de plus en plus et tant mieux, le message passe de plus en plus, mais il y a plein de choses auxquelles les personnes ne pensent pas et c'est surtout de ça dont je veux qu'on parle aujourd'hui. Donc, top, super. Quel est le lien qu'il peut y avoir entre alimentation, inflammation et douleurs articulaires, puisque on va parler de ces différents sujets-là. Alors c'est en soi un hyper vaste sujet parce Ouais. qu'il y a plein de biais, il y a plein de mécanismes, mais pour faire, alors dans les grandes lignes, on va dire, pour donner une idée de ce qui se passe, il faut savoir qu'on mange à peu près 60 tonnes de nourriture au cours de notre vie. Donc penser que ça n'a pas d'impact sur notre santé, ce serait passer à côté de quand même un énorme facteur de notre santé, hein. On peut pas avaler 60 tonnes de nourriture qui nous traverse et puis penser que ça n'a aucun impact. Et donc toute cette nourriture que l'on assimile au cours de notre vie, qu'on va mettre dans notre bouche déjà, va être dégradée. Le processus de digestion, c'est vraiment ça, c'est qu'on avale un aliment, il va être dégradé par tout notre système digestif et ensuite il va servir notre corps, donc notre corps va se servir des éléments des aliments qu'on a ingérés. Une fois qu'il les a découpés, il va s'en servir pour fonctionner. Donc, il va se dire, moi, j'ai besoin de protéines, j'ai besoin d'acides gras, j'ai besoin de ci, de ça. Je vais me servir dans la nourriture et je vais de reconstruire, en fait. Je vais m'en servir pour reconstruire des tissus, je vais m'en servir pour produire des hormones, pour produire des neurotransmetteurs, pour tout le fonctionnement du corps. Et donc ça, c'est quand tout se passe bien. Le corps, on mange ce qu'il faut, ce dont on a besoin, ni en excès, ni trop peu. Les aliments qui sont reconnus par le corps, qui sont bruts, qui sont voilà, pas inflammatoires de base, pas ultra transformés. Et on va les dégrader. Et là, c'est donc on pense souvent, on met le focus sur ce qu'on met dans notre assiette et ce qu'on avale, mais on pense pas forcément à comment on le dégrade. Parce que ce qui est important, c'est pas que ce qu'on met dans son assiette, c'est surtout on n'est pas que ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile. Et parfois, on a beau avoir une bonne assiette, en fait, si on n'assimile pas correctement derrière, parce que notre système digestif, il est pas assez performant, il y a des maillons de la chaîne digestive qui ne fonctionnent pas bien, cette dégradation, en fait, des aliments, cette découpe des aliments au fil de la digestion, elle va pas bien se faire et on va déjà commencer à avoir des problèmes. Donc, ça peut être des problèmes digestifs, hein, on peut ressentir des inconforts digestifs. Et puis derrière, le corps, il va avoir de plus en plus de mal à fonctionner. Ça va générer différents déséquilibres et ça peut créer de l'inflammation. Parce que, donc, ta question première, c'est quel est le lien entre Ouais, l'alimentation, l'inflammation et les douleurs aux genoux? C'est que exactement. quand soit on mange des aliments, comme je le disais, qui sont pas physiologiques, mais je pense qu'on va revenir là-dessus, soit à la base, notre alimentation n'est pas bonne, n'est pas équilibrée, ne nous convient pas, soit elle est bien, mais on n'assimile pas correctement, il y a un défaut dans la chaîne dans la digestion. Et donc tout ça, ça va créer de l'inflammation parce que ça va déséquilibrer notre microbiote.
Donc notre microbiote, c'est ce petit monde de micro-organismes qui est dans nos intestins. Et ça peut aussi perturber, donc l'un et l'autre vont souvent ensemble, mais ça peut aussi créer une inflammation locale qui va perturber notre paroi intestinale, donc qui va rendre notre paroi intestinale poreuse, plus poreuse, qui va laisser passer des intrus, en quelque sorte, qui va déclencher de l'inflammation. Ok, pour récapituler, pour bien comprendre, c'est j'ai une problématique dans la dégradation de certains aliments qui va passer la paroi des intestins, se retrouver au niveau de mon organisme et notamment la circulation sanguine, j'imagine, si je Oui, dis c'est pas de ça. bêtises, ouais, qui va favoriser une inflammation de fond, ce qu'on appelle une inflammation à bas bruit, une inflammation, je De sais pas, bas grade. de bas grade, merci, c'est peut-être le meilleur terme. Et cette inflammation de bas grade peut avoir pour conséquence une augmentation des douleurs articulaires. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. C'est ça. Ouais. En fait, voilà, ça c'est notre système immunitaire. En fait, il est situé juste derrière notre paroi intestinale. C'est la plus grosse partie du système immunitaire est localisée là. Donc, parce que la paroi intestinale, c'est une des premières portes d'entrée dans notre corps. Tout ce qu'on va manger va rentrer dans notre corps à ce niveau-là. Donc, c'est important qu'il y ait des gardiens, je vais dire, qui vérifient tout ce qui rentre ou pas. Et s'il y a des intrus qui rentrent, des pathogènes, des choses qui devraient pas être là, qui rentrent dans la circulation sanguine, comme tu l'as dit, le système immunitaire va dire attention, alerte, il va sonner l'alarme. Et qu'est-ce que c'est l'arme du système immunitaire? C'est l'inflammation. C'est donc les cytokines inflammatoires, c'est voilà, c'est de l'inflammation. Ça va générer de l'inflammation et ensuite, chez certaines personnes, cette inflammation peut s'exprimer au niveau des articulations et ou ailleurs. Ok, top. Donc là, comme on est sur la chaîne de Bouge tes genoux, on va parler spécifiquement des douleurs articulaires et encore plus spécifiquement des douleurs articulaires aux genoux. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont de l'inflammation. C'est pour ça que je mettrai en bas de la vidéo une séance d'exercice spécialement pensée pour les personnes qui sont en phase inflammatoire. Donc, vous la retrouverez dans le descriptif juste en dessous. Faudra bien que je pense à le rajouter pour vous. Comme ça vous donne des exercices physiques puisque l'exercice physique est un moyen de retrouver des articulations en meilleure forme et de diminuer l'inflammation. Mais le sujet du jour, c'est pas l'exercice physique, c'est plutôt comment je peux agir sur mon alimentation. C'est ça, en ça qui va nous aider, Cécile, et notamment peut-être sur la question de beaucoup de personnes viennent me voir et pensent avoir une alimentation saine. Et on en avait discuté toutes les deux en amont de ce live. Et tu m'as dit, il suffit pas d'avoir une alimentation saine pour éliminer les douleurs articulaires. On peut avoir une alimentation qu'on pense équilibré, qu'on pense adapté, etc. Et finalement, c'est un sujet plus complexe que ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, oui, oui. Oui, tu parlais du mouvement, en fait. L'activité physique, c'est un des piliers, justement, de la nutrition fonctionnelle. Comme je disais, on nourrit le corps par différentes choses. Donc, il y a l'alimentation, on pense souvent à ça. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses et le mouvement en fait partie. Donc, c'est hyper important de continuer à bouger, voilà, malgré les Ouais. douleurs, adapter, etc. Bref, petite parenthèse qui est vraiment ton domaine et ta spécialité. Au niveau de l'alimentation, oui, ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui est important de dire, c'est que donc comme je le disais, parfois on a l'impression qu'on mange équilibré. Moi, j'ai beaucoup de personnes, je vois en accompagnement beaucoup de personnes qui me disent non, non, mais moi je mange bien. Dans les premiers rendez-vous, je mange bien, je mange équilibré, je mange sainement. Donc voilà, je sais déjà qu'à ce niveau-là, ça va. Et pourtant, j'ai encore des douleurs digestives, j'ai encore des douleurs articulaires, j'ai encore d'autres problèmes, de l'inflammation, etc., etc., des migraines. Bref, ça peut s'exprimer sous plein, plein de formes. Et en fait, dans les faits, quand on va voir leur alimentation, bah, elle n'est pas si équilibrée que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire équilibré finalement? Ouais, ce que je vais dire. Mais alors dans ce cas-là, c'est quoi équilibré et c'est quoi peut-être les grandes erreurs que tu vois qu'on puisse mieux identifier, ouais. Oui, alors déjà, parfois les gens quand ils disent, donc les personnes disent: «Je mange sainement», pour elles, ça veut dire, et j'ai encore eu le cas il y a pas très longtemps, ça veut dire: «J'achète des produits, je mange beaucoup de légumes par exemple, je mange bio, j'achète des produits, je cuisine moi-même» et cetera. Et ça, c'est déjà génial, ça fait déjà, c'est déjà une base hyper importante. Mais c'est pas parce qu'on fait ça que ça veut forcément dire qu'on mange sainement. J'en suis l'exemple parfait. Pendant des années, je pensais effectivement manger sainement parce que je faisais tout ça, tout ce que j'ai décrit. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça suffisait pas, que en fait, je ne mangeais pas du tout de protéines dans mon alimentation.
Et ça a été une grosse erreur. En plus, dans les articulations, pour les articulations, c'est hyper important parce que les protéines, c'est un peu comme les briques de construction de notre corps. Et donc, ça nous permet, si on n'en mange pas assez, on va avoir un défaut de reconstruction, de régénération de tout ce qui est tissu. Donc, tout, la peau, les os, les cheveux, les tendons, les muscles, les ongles, etc., les hormones, etc. Donc bref, moi je faisais cette erreur et je pensais manger sainement. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. Donc peut-être ça peut être un premier axe, c'est se dire que évidemment la qualité de ce qu'on mange compte, mais il faut aussi penser à la quantité dans le sens où qu'est-ce qu'on met vraiment dans l'assiette. Et parfois, surtout, moi je rebondis, c'est que les personnes qui ont des douleurs au genou, on sait qu'on a besoin de reconstruire des tendons, des ligaments, des muscles plus forts, notamment des muscles, de gagner en masse musculaire. Or, si on n'apporte pas assez de protéines, le corps, on a beau mettre de l'exercice physique, on lui donne pas les moyens de transformer cette énergie mécanique en fabrication de muscles. Donc, c'est intéressant à la fois pour la reconstruction des muscles, donc la stabilité de l'articulation. Et puis peut-être qu'il y a un lien aussi avec l'inflammation ou pas. Ça, c'est toi qui nous diras s'il y a un lien ou pas trop entre les deux. Oui. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est une erreur fréquente et voilà, on pense pas toujours à ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire équilibré? Je vais essayer de rester dans le dans l'axe. Quand pas dans tous les sens. Voilà. Tu me recadres sinon. Mais voilà, si l'erreur souvent, c'est de se dire je mange équilibré, donc parce que je mange maison, je cuisine maison, je mange bio, etc. Mais en fait, on oublie qu'il y a différentes choses à mettre dans son assiette, dans des proportions qui sont quand même. Alors c'est là que la personnalisation intervient. Donc on est tous différents. Donc équilibré, manger équilibré en soi, ça veut pas dire grand-chose puisqu'on a chacun notre propre équilibre alimentaire. Mais quand même, ça c'est quand on rentre dans le micro et qu'on va dans la personnalisation. Mais dans la vision globale des choses, quand même, tout le monde a besoin de protéines que j'ai citées, de glucides, de matières grasses, de végétaux pour avoir les micronutriments. Et ça, on connaît pas forcément. En fait, à l'école, on nous apprend pas forcément à tous ces éléments de l'assiette équilibrée. Ouais, et je crois que je me reconnais bien dans le côté manque de protéines. J'en mets plus. Puis on sait que plus on vieillit, plus on a besoin d'en mettre. Alors souvent, moins on a envie d'en manger. Et ça peut être une vraie problématique quand on avance en âge. Et il y a plein d'alternatives à la protéine animale. Des fois, les gens ils pensent protéine égale viande. En fait, pas forcément. Alors peut-être, je sais pas. Tu me diras si tu veux explorer ce sujet-là ou si tu veux qu'on avance plutôt sur notre cœur de sujet de douleur articulaire, alimentation. Mais c'est toujours important, je trouve, de le rappeler. On peut ajouter de la protéine sans forcément manger 3 tonnes de viande. Il y a aussi d'autres moyens d'augmenter ses apports. Oui, complètement. Et c'est vrai que tu fais bien de le préciser parce que souvent on pense protéines égale protéines animales, mais non, il y a plein de protéines différentes et justement qui sont plus ou moins pro-inflammatoires parce que on a, peut-être vous avez lu ça, mais on l'entend beaucoup, c'est viande rouge égale c'est pro-inflammatoire, donc il faut pas trop en manger, etc. Encore une fois, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend des profils, mais aussi il y a, enfin, ça pourrait être un sujet, on pourrait parler pendant des heures, mais parce qu'il y a la qualité évidemment de la viande rouge, il y a avec quoi on la mange, est-ce que c'est avec des frites, est-ce que c'est avec des légumes, comment on la cuit, ça c'est aussi important, c'est les cuissons en fait, ça peut justement être pro-inflammatoire aussi, donc il n'y a pas que en gros l'aliment, mais il y a comment on le cuit, comment on le prépare, tout ça c'est important. Et donc ça, je dirais que c'est une première erreur de je pense manger équilibré. En fait, c'est pas si équilibré que ça. Quelles sont peut-être nous faire un petit récap de c'est quoi les grandes erreurs les plus fréquentes que tu vois? Comme ça, les personnes vont pouvoir se reconnaître et dire, ah ouais, moi, je me reconnais là-dedans. Donc, typiquement, le manque de protéines. Je sais que parmi ceux qui écoutent, Lise, bouge tes genoux, j'en ai beaucoup qui pourront se reconnaître là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres erreurs que tu vois? Oui. Donc, effectivement, ça, c'est une grande erreur. Deuxième, je dirais que c'est aussi de pas forcément manger assez. Donc de pas manger assez, de pas avoir assez de calories, de penser qu'en fait bien manger, ça veut dire aussi manger que des salades. En fait, le côté un peu, on est encore très imprégné du discours régime, hein, pro-régime, il faut manger voilà de la salade, pas manger en trop grosse quantité, etc. Donc moi, je le vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne, les personnes qui me suivent, mais c'est
c'est des personnes qui vont avoir tendance à pas beaucoup manger, à vouloir manger des salades, des tomates, du concombre, etc., et pas manger en trop grosse quantité. Ça va avoir un impact sur notre énergie, sur la régénération de tous les tissus. Il faut se dire que l'alimentation, on a peut-être encore la vision de alimentation égale calories égale je vais prendre du poids. L'alimentation, elle est là avant tout pour nous donner à manger. En fait, l'alimentation, c'est un nutriment, c'est ça qui fait fonctionner notre corps. Donc, faut pas oublier qu'on mange pour faire fonctionner notre corps. Et donc, si on ne mange pas assez, bah, il y a plein de fonctions dans le corps qui vont pas se faire correctement, y compris la régénération des tissus, la lubrification des cartilages, des articulations, etc. Ok. Donc ça, c'est une deuxième erreur, je dirais. Deuxième erreur fréquente. Ok, donc manque de protéines, ne pas manger assez. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses et qui a un lien avec l'inflammation et les douleurs articulaires? Oui, aussi, je dirais la troisième erreur, c'est de penser. Alors ça, c'est une erreur très fréquente et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. C'est de pas savoir, de pas comprendre que les sucres, c'est la même chose que les glucides. Donc souvent en consultation, quand on me dit, quand je pose la question de savoir comment la personne mange, est-ce qu'elle mange beaucoup de sucre, etc., la personne souvent me dit, bah non, mais moi je mets pas de sucre dans mon café, par exemple, je ne mange pas de biscuits. Je mange pas de bonbons. Voilà. Ah ouais, je vois. On s'arrête là. Et donc, voilà, la personne se dit, bah oui, non, moi, je mange pas beaucoup de sucre. Et en fait, quand j'explique que les sucres, c'est tous les sucres, tous les glucides, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que si les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, les patates douces, la courge, le quinoa, le sarrasin, etc., c'est des glucides. Nous, sucre, on pense tout de suite, voilà, bonbons, biscuits, gâteaux, Le sucreries, riz pâtes à aussi. Je tartiner, crois que tu l'as pas etc. dit, hein, le riz, c'est aussi des glucides. Le riz, c'est aussi des glucides, oui, Ouais. si je l'ai pas mentionné, oui, oui. Donc tout ce qui est céréales, souvent, voilà, on pense sucre complexe comme on appelait ça avant, c'est-à-dire céréales, ça c'est bon pour la santé, il faut en manger. Et on se dit sucre rapide, tout ce qui est bonbons, gâteaux, etc., c'est pas très bon, on le sait, on en mange en petite quantité pour se faire plaisir, voilà. Mais vraiment, on pense qu'on sépare complètement les deux. Sauf que dans notre corps, les deux vont être dégradés en sucre et ça va servir d'énergie pour le corps. Et ça, c'est une erreur très fréquente, c'est de se dire, comme je le disais, je mange pas beaucoup de sucre, donc c'est bon. Et en fait, de manger des énormes assiettes de pâtes, de riz, de quinoa, de manger beaucoup de pain, en fait, manger pas mal de riz, puis du pain avec du fromage, puis un dessert, puis un goûter, et en fait, on mange beaucoup, beaucoup de glucides. Et tout ça, alors, ça va, je l'ai mentionné juste au début, mais un des piliers de l'inflammation dans le corps, c'est quand même notre microbiote. Et on est en train de découvrir un monde immense avec le microbiote, mais pour pas dire presque toute notre santé dépend de notre microbiote en partie. Et donc, si on le nourrit mal, ce microbiote, il va être nourri par ce qu'on mange. Donc, si on mange trop de glucides, trop de sucre, ça va déjà déséquilibrer notre microbiote qui va, du coup, laisser la place à certaines bactéries plutôt pro-inflammatoires et baisser les bonnes bactéries. Donc, on va commencer à avoir un déséquilibre dans les différentes familles. Et quand il y a des familles plutôt pro-inflammatoires qui prennent la place, ben, forcément, elles sécrètent plus de cytokines, de métabolisme en fait qui vont déclencher plus facilement l'inflammation. Donc lien avec l'inflammation et la douleur au genou. Et puis aussi manger trop de sucre, bah ça a un impact sur notre glycémie, sur l'insuline, sur notre pancréas. Et là aussi, ça va avoir un effet de stress, d'inflammation pour le corps. Ok. Si je récapitule, une des erreurs fréquentes des personnes qui pensent avoir une bonne alimentation pour leurs genoux, ils vont avoir écouté les conseils généraux qu'on entend souvent, qui est pas de sucre au sens de pas de sucre raffiné, pas de biscuits, de bonbons, etc. Pas trop de viande rouge, pas trop de café, pas trop de laitage, pas trop de fromage. Et comme ils l'ont plutôt bien entendu, c'est connu, ils mangent beaucoup de légumes en pas trop grosse quantité, ils font bien attention à pas trop manger, etc. Et puis quand ils ont vraiment faim, ils se font une grosse plâtrée de pâtes, si je résume, ou une grosse plâtrée de quinoa en disant bah le quinoa c'est bon pour la santé. En fait, en faisant ça, il y a encore plein de problématiques qui peuvent agir sur l'inflammation, entre autres manque de protéines. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit d'autre
Ne pas assez manger, De trop de glucides. sucre, féculents faisant partie des sucres. Et est-ce qu'il y avait autre chose? Non, on était arrivé aux glucides. On en était arrivé là. C'est Ouais, ça. top. Ça nous permet déjà de récapituler un peu. Voilà, donc c'est pour en fait faire prendre conscience que les personnes qui disent mais moi je fais déjà tout ce qu'il faut, je mange équilibré, parfois c'est pas le cas. Donc il y a encore des choses qu'on peut faire au niveau de l'assiette. Parfois l'assiette elle est voilà comme tu le disais ben on a suivi les conseils qu'on a entendus sur internet ou parfois les soi-disant régimes miracles un peu qu'il faut suivre etc pour être en bonne santé et en fait c'est pas équilibré. Donc il y a des choses encore à revoir dans l'alimentation. Ouais. Et c'est là, c'est top de pouvoir voir avec un professionnel pour faire le point, bah, la quantité de protéines que je mange. Est-ce que je mets trop de glucides, pas assez, mes portions, est-ce qu'elles ont l'air correctes ou pas? Parce qu'on peut, si je résume aussi, pas maigrir et avoir des portions trop petites, voire même grossir et avoir des portions trop petites. Enfin, c'est pas le poids, enfin la prise ou la perte de poids n'est pas forcément un bon indicateur de est-ce que je mange la bonne quantité. Non. Alors, c'est évidemment, c'est en lien. Le nombre de calories, Ouais. il faut forcément, si on mange trop de Ouais. calories par rapport à ce qu'on dépense, oui, on va prendre du poids. Si on en mange moins qu'on ce qu'on dépense, forcément, normalement, il devrait y avoir une perte de poids. Ça, Perte c'est de un poids. peu la Ouais. base, mais c'est pas si simple que ça. Il y a le métabolisme aussi qui entre en jeu. Donc, parfois, bah, avec des années de régime, on peut avoir sous-mangé et donc notre métabolisme s'est ralenti, s'est détraqué. Il y a la thyroïde aussi qui entre en jeu, qui peut ralentir le métabolisme, etc. Donc parfois on mange très peu, ou on mange très peu aussi parce que moi c'est beaucoup les personnes que je vois qui ont des problèmes digestifs, qui ne digèrent pas bien. Donc dès qu'elles mangent un petit peu, elles se sentent super mal, elles se sentent déjà rassasiées. Donc en fait elles mangent pas beaucoup, sauf que en quantité, en termes de calories, de nutriments, c'est pas assez. Ouais. Donc il y a plein de choses. C'est pas juste je mange assez si je maintiens un poids qui me convient, je mange trop si je grossis, je mange pas assez si je maigris. C'est pas vraiment ça. Je te pose la question, je rebondissais dessus parce que moi j'ai des gens qui vont me dire ah ben je mange équilibré et en plus je suis pas en surpoids donc je vois pas ce que je peux faire de plus et des fois c'est intéressant de remettre aussi dans le contexte que ce contexte-là c'est que bah, le poids seul n'est pas forcément un indicateur d'une bonne ou une mauvaise alimentation. Non. En plus, d'ailleurs, un des exemples, c'est on voit aujourd'hui pas mal de personnes qui sont en poids tout à fait considéré comme normal, un IMC qui serait considéré comme normal et qui pourtant ont des problèmes de santé, ont de l'inflammation, ont des douleurs aussi articulaires, ont le syndrome du foie gras, ce qu'on appelle la maladie du foie gras, donc un foie qui est en très mauvaise santé, comme chez les personnes qui seraient en surpoids, mais c'est des personnes qui sont à un poids tout à fait normal. Ouais. Et j'en profite pour rebondir sur l'activité physique et que moi mon cœur, le cœur de mon message, hein, c'est que plus ça va, plus ce qu'on est en train de constater, c'est que c'est pas tellement le poids ou l'IMC qui prédit d'avoir une bonne ou une mauvaise santé, mais le rapport quantité muscle par rapport à la masse totale. Donc on peut avoir quelqu'un qui est en surpoids mais qui est très musclé et qui sera en meilleure santé que quelqu'un en sous-poids qui ou en poids normal, mais pour le coup le rapport masse musculaire masse totale n'est pas bien équilibré. Donc Oui. ça c'est le nouveau discours et ça va vraiment dans le sens de pratiquer de l'activité physique. Alors j'en profite pour insister dessus. Ouais. Mais tu fais bien parce que l'activité physique, enfin le muscle en fait, c'est aujourd'hui on en parle beaucoup, mais c'est je vais pas dire une garantie de longévité, mais ça fait partie des éléments qui vont prédire quand même notre bonne santé à long terme, notre longévité. On sait aujourd'hui, on recommande aussi beaucoup aux femmes ménopausées notamment d'avoir plus de muscles, de continuer l'activité physique pour maintenir un bon équilibre, éviter la fragilité des os, etc., etc. Donc on sait aujourd'hui que c'est un élément très important. Ouais, complètement. Sauf que si j'ai mal au genou, je peux pas trop bouger. Comme je peux pas trop bouger, j'ai plutôt tendance à perdre du muscle. Et même si les personnes savent que bah il faut qu'elles fassent des exercices physiques pour retrouver entre autres du muscle, hein, pas uniquement, hein, mais entre autres du muscle, une meilleure motricité pour une articulation qui fonctionne mieux. Des fois, ce qui les coince, c'est cette inflammation de fond importante qu'elles ont. Et justement, l'idée c'est qu'ils puissent nous donner des pistes pour ces personnes-là pour pouvoir diminuer l'inflammation ou en tout cas diminuer le nombre de crises inflammatoires pour qu'elles puissent mettre plus d'activité physique, donc ne plus avoir mal au genou. En gros. Oui, donc
voilà, pour essayer de donner des pistes concrètes, pas partir dans tous les sens. Ce que je voulais dire déjà, c'est que donc, on est tous différents. Il n'y a pas une solution miracle. C'est pas parce que tout le monde, enfin, 2, 3 personnes ont mal au genou que l'approche et le protocole, etc., sera le même. Non, on est tous différents. Donc, l'inflammation peut venir de différents facteurs qui parfois n'ont rien à voir entre 2 personnes. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on peut pas chercher un protocole sur Internet et se dire, bah, je vais appliquer ça, ça va fonctionner à coup sûr. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'aller chercher la cause. Pourquoi il y a cette inflammation qui, là, s'exprime au niveau des genoux, au niveau des articulations. Ça pourrait s'exprimer ailleurs. Ça dépend de la prédisposition génétique aussi, des fragilités. Donc, la prédisposition génétique, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, on peut éviter que l'inflammation s'exprime et qu'elle déclenche des douleurs aux genoux et d'autres problématiques de santé. Donc déjà, je dirais que la première chose, c'est d'aller voir l'alimentation. On en parlait, mais de faire attention que son alimentation soit équilibrée dans le sens où, alors comme je le disais, il y a quand même des grands piliers qui seraient valables pour tout le monde. Ça, c'est pour ça que j'ai créé le petit programme Fresh Start parce que moi, j'accompagne de manière personnalisée, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, ok, la personnalisation, c'est indispensable, je dirais, au bout d'un moment. Mais avant ça, il y a une première étape qu'on peut faire et que moi, je répétais tout le temps en consultation dans ma pratique, c'était d'expliquer quand même les grands principes d'une assiette équilibrée et qui, cela valent pour tout le monde. Donc, j'ai créé le programme Fresh Start pour justement comprendre tout ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, quels sont les éléments indispensables d'une assiette, qu'est-ce que je mets dans mon assiette, je comprends qu'est-ce que c'est les glucides, les sucres, pour pas me faire avoir, pour pas avoir des assiettes que de glucides, etc. Donc voilà, déjà, on peut se renseigner là-dessus et se dire, est-ce que dans mon assiette, aujourd'hui, j'ai les éléments indispensables? Déjà, ça fait une grosse différence. Ouais, ça fait déjà une bonne base. Et moi, pour avoir suivi le programme Fresh Start, il est très bien fait. Il y a plein de recettes aussi parce que il y a savoir ce qu'il faut mettre et puis il y a encore un pont, avoir des idées de qu'est-ce que je peux tester, qu'est-ce que je peux mettre concrètement dans l'assiette. Et c'est bien fait puisque tu as aussi mis des outils pour batcher, donc pour cuisiner des choses à l'avance, pour ne pas passer toute sa vie en cuisine tout en modifiant son alimentation. Donc c'est intéressant pour être aussi pris par la main pour cette mise en pratique de premier élément avant aussi d'aller creuser plus loin de chacun. Je disais, chacun peut avoir des déclencheurs et je suis comme toi très partisane de trouver qu'est-ce qui marche pour chacun parce qu'on sait qu'il n'y a pas une seule recette qui marche pour tous. Ce serait beaucoup plus facile évidemment, mais plus personne n'aurait de problèmes aux genoux ou des problèmes articulaires. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je vois des fois des personnes qui arrivent en disant bah j'ai tout arrêté, plus de gluten, plus de sucre, plus de viande rouge, hein, j'ai tout arrêté et j'ai encore mal. Et c'est vachement pas cool dans ma vie parce que tout devient compliqué, parce que je contrôle tout. Et moi, j'aime bien l'approche de plutôt, bah, je teste des choses pour comprendre qu'est-ce qui est important pour moi et là où il faut que je fasse des efforts parce que moi, ça a des effets d'avoir cette démarche-là. Ouais. Oui, oui, oui. Tout transformer. Je te rejoins là-dessus. Et donc, je dirais que voilà, il y a l'alimentation, il y a déjà, est-ce que vraiment l'assiette, elle est quand même équilibrée? Donc là, on peut se renseigner là-dessus, s'assurer qu'effectivement c'est équilibré et pas partir dans une idée de oui, je mange sainement, alors qu'en fait c'est pas forcément le cas. Parfois, comme je le disais, voilà, on peut être dans ce piège-là. Deuxième chose aussi, c'est d'aller voir la digestion, parce que c'est vraiment, je pense, le cœur du message que je voulais faire passer aujourd'hui aussi, c'est que donc comme je le disais, c'est pas que ce qu'on met dans l'assiette, c'est aussi et surtout ce qu'on digère, comment notre système digestif et est-ce qu'il est en bonne santé, équilibré, est-ce qu'il fonctionne bien ou pas. Là, ce fameux microbiote, hein, c'est ça, Cécilia? oui, alors pas que microbiote, le microbiote fait partie du système digestif, mais en fait, le système digestif, ça va vraiment du haut jusqu'en bas. C'est vraiment de la bouche jusqu'à l'anus. Donc, c'est vraiment voir tout ce qui fonctionne, toutes ces étapes du système digestif. Est-ce que ça fonctionne correctement? Donc, par exemple, je dirais si dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui ont déjà des douleurs digestives, c'est-à-dire elles ont déjà des gaz, des ballonnements, elles ont un problème de transit, donc soit constipation, diarrhée, alternance des deux, elles ont des douleurs au ventre, elles ont des éructations, de l'acidité au niveau de l'estomac, elles sentent que la digestion elle est lente, voilà, plein de symptômes comme ça qui pourraient indiquer que déjà il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du système digestif. Là, je dirais, ça, c'est vraiment une porte d'entrée à l'inflammation.
Et c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du système digestif et de rééquilibrer parce que, donc, peut-être je l'ai pas expliqué clairement tout à l'heure, mais si c'est pas équilibré au niveau du système digestif, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme je disais, c'est un peu le train digestif qui va dérailler. Et là, ça va créer de l'inflammation au niveau du système digestif. Donc, non seulement le microbiote, là, ces petits micro-organismes qui habitent dans nos intestins vont être déséquilibrés, vont produire des substances qui vont déclencher ou favoriser l'inflammation. Et en plus, notre système digestif lui-même va être inflammé. Donc là, c'est vraiment une inflammation locale qui va commencer à se répandre dans tout le corps. Et par plein de mécanismes, on a vu aujourd'hui que un microbiote qui est déséquilibré va laisser passer des toxines qui vont se répandre ailleurs dans le corps, qui vont aller créer de l'inflammation locale au niveau des articulations, mais aussi un espèce de brouillard mental, des migraines. On peut se sentir complètement dans le gaz tout le temps, être fatigué. Bref, presque tous les problèmes de santé arrivent d'une inflammation. Donc vraiment, c'est important d'aller voir ce qui se passe au niveau du système digestif. En tout cas, c'est hyper intéressant. C'est une des questions que je voulais te poser. Quels sont les signes qu'on peut repérer d'un microbiote qui fonctionne pas bien, d'une digestion, pardon, non, d'une digestion qui ne fonctionne pas bien. Donc là, tu viens de nous en lister plein. En gros, si j'ai ces signes-là, a priori, ma digestion est pas au top et il va falloir que je revoie mon alimentation pour avoir une meilleure digestion. En ayant une meilleure digestion, j'ai aussi moins de risque d'inflammation. Oui. C'est ça. C'est-à-dire, voilà, pour essayer de donner les différentes étapes de moi, ce que j'irai voir chez une personne qui a de l'inflammation, qui a des douleurs au genou, aller voir, en fait, effectivement, est-ce que c'est une inflammation déjà qui est un peu globale, qui est systémique? Est-ce qu'il y a d'autres signes d'inflammation à part cette douleur au genou? Et d'aller voir comment est l'alimentation. Une fois qu'on s'est assuré que l'alimentation est équilibrée, c'est OK, l'assiette est équilibrée. Par contre, comment la personne digère? Là, on va aller passer en revue tous ces symptômes dont j'ai parlé, aller voir le fonctionnement du système digestif. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Et donc, si effectivement la personne dit oui, ben moi j'ai plusieurs signes de digestion qui fonctionnent pas bien, etc. Ben là, on va s'en occuper. Mais j'ai envie d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, et ça c'est un peu le piège aussi, qui n'ont pas de manifestations digestives. Donc, soit elles s'en rendent pas compte, et ça m'arrive aussi dans la pratique, des personnes à qui je demande, bah, est-ce que vous avez des gaz, des ballonnements? Et elles me disent non, non, rien à ce niveau-là. Et en fait, au bout d'un moment, en creusant, et parfois au bout de plusieurs mois, hein, la personne, finalement, au bout d'un moment, me dit ah, mais c'est pas normal en fait d'avoir des gaz toute la journée, ou c'est pas normal d'avoir ci, ça. Bah non, effectivement, c'est pas normal. Donc ça montre un déséquilibre. Et comme c'est pas quelque chose dont on parle forcément en repas de famille, on n'a pas forcément de point de comparaison. Parfois, on pense que notre digestion, elle est normale. Et en fait, pas du tout. Eh ben, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner, parce que des fois, c'est par le regard inverse qu'on comprend. Pour toi, c'est quoi les indicateurs d'une digestion qui fonctionne bien? Comme ça pourra aussi aider les personnes à se situer. Ok, oui. Donc voilà, je vais donner les symptômes pour essayer de se situer. Et même si vous avez pas de symptômes digestifs, je dirais, visiblement tout se passe bien au niveau de la digestion, parfois on peut quand même si tout fonctionne bien visiblement sur le papier, avoir une inflammation parce qu'un microbiote est déséquilibré, on s'en rend pas compte, ça s'exprime pas au niveau digestif, mais ça s'exprime ailleurs. Voilà. Ah, ok. Voilà. Bon, donc on est en train de rouvrir une porte. Et effectivement, tu avais dit ça au départ. J'avais un peu, on va simplifier en disant, bah, j'ai des problèmes digestifs. C'est très intéressant d'aller explorer ça parce que il y a très forte chance pour que ça joue sur mon inflammation. Ou je pense ne pas en avoir alors qu'en fait j'en ai, comme la fameuse alimentation équilibrée. Mais en fait, il y a troisième option, je suis peut-être hors caméra, mais troisième option qui est je n'ai pas de manifestation de problème digestif. Et pourtant, il y a bien un lien entre ce que je mange, ma digestion et mon inflammation. C'est bien ça, Cécile, hein, il y a oui, ces c'est ça. quatre figures. Okay, exactement. Donc maintenant, je reviens sur les ouais. signes d'une digestion qui est équilibrée. Donc voilà, pour avoir un point de comparaison. Donc je dirais une digestion équilibrée, ça veut dire que on mâche bien. Bon, voilà, on réduit quand même en bouillie, on prend le temps de manger, etc. Ouais. Quand on mange, on se sent bien, on n'a pas envie de dormir après les repas, on continue notre journée, on a de l'énergie, l'alimentation nous donne de l'énergie, elle nous en prend forcément un petit peu, mais on ne doit pas être fatigué après les repas.
On doit se sentir bien, on doit se sentir léger, on doit pas avoir d'énormes poids au niveau de l'estomac, de reflux, de rots, etc. On doit pas avoir tout ça. Et on doit normalement digérer en 3h30, 3 à 4 heures, j'ai envie de dire. Il faut laisser normalement 3 à 4 heures entre les repas, 3h30 à 4 heures entre les repas pour bien digérer. Et normalement, au bout de ces 4 heures, on doit se dire, bon, bah, de nouveau, j'ai faim et je suis prêt à manger. Le goûter est donc normal. Le goûter normal. Bien, bien, parce que je goûte et souvent les gens me regardent. Hein, tu goûtes? Ah oui, je goûte. Alors encore une fois, ça dépend. Tout le monde est différent. Mais Ouais. c'est normal d'avoir faim toutes les 4 heures. Par contre, c'est pas Ok. normal d'avoir faim toutes les 2 heures. Là, c'est qu'il y a quelque chose Il y a qui... quelque chose qui va pas. Ouais. Ok. Mais donc le goûter peut être complètement bien. Encore une fois, il faut voir qu'est-ce qu'on mange au goûter. Et je suis pas pour les tartines de pâte à tartiner, etc. Hein, c'est pas ça. Mais on peut manger des choses équilibrées, mais on peut manger un encas à 4 heures. Donc ça, c'est oui, le symptôme, la faim aussi. La fréquence de la faim, c'est un signal. Pour prendre mon exemple personnel, quand moi j'avais des problèmes digestifs et que je digérais très mal, je mangeais une tomate à midi, une tomate, hein, une salade de tomates, je n'avais pas faim jusqu'à 20 heures le soir. Ça, c'est pas moi du tout. Comme quoi, on est vraiment différents. Bon, ça, c'était quand Ok. je digérais pas bien. C'est un signe, en fait, aussi, hein. Les personnes qui ont des problèmes D'accord. digestifs, parfois, me disent, ah non, mais moi, je mange et en fait, j'ai l'impression que ça stagne pendant des heures, puis j'arrive pas à m'en débarrasser, puis, enfin, voilà, ça vidange pas au niveau de l'estomac, il y a des reflux, il y a des rots, enfin, on voit vraiment que c'est pas du tout fluide. Donc ça, c'est un signe aussi. Ensuite, évidemment, tout ce qui est douleur au niveau du ventre. Non, j'étais plutôt sur qu'est-ce que c'est une digestion normale. Donc, c'est plutôt une fois qu'on sent qu'on a de l'énergie, que c'est assez fluide, etc., qu'on n'est pas lesté par l'alimentation. Ensuite, c'est de voir à quelle fréquence on va à la selle. Les selles sont un vrai indicateur de la bonne santé digestive, mais pas que. Donc les selles, est-ce qu'on y va une fois par jour, 2 fois par jour? Est-ce qu'on y va une fois tous les 2, 3 jours? Il faut vraiment voir la fréquence des selles. Une fréquence normale, je dirais idéalement, il faudrait au moins y aller une fois par jour, parfois 2, 3. Ça dépend des personnes. Mais ce qui est très important, c'est la consistance des selles aussi. Il faut que les selles soient moulées. Donc moi j'aime bien donner des détails parce que c'est très Oui, mais important. il faut, parce que sinon, on n'a pas de repère et Voilà, personne n'en parle. Donc, go, exactement. allons-y, hein, pas de langue de bois. On est là pour donner des conseils concrets et c'est concret. Donc, la forme des crottes, si je résume, Exactement. Ça, c'est très important. et la consistance. Et la consistance, la couleur, l'odeur. Donc, il faudrait que les selles soient moulées en forme banane, saucisse, vraiment quelque chose de lisse. Idéalement, que ce soit que ça ne salisse pas les toilettes, en fait, que ça soit pas des selles qui soient collantes. Si aussi quand on va aux toilettes, on doit forcer, on doit attendre longtemps. Normalement, ça c'est pas bon signe. Normalement, quand on a envie d'y aller, on y va. Ça doit mettre vraiment quelques minutes. On s'essuie. Idéalement, il faudrait, comme dit un de mes formateurs, il faudrait que ça fasse le bruit du schploup dans les toilettes et qu'on s'essuie avec un timbre-poste. C'est ça la référence. Okay. Ça, c'est la vôtre. Au moins, c'est clair, c'est concret. Voilà. Vous pourrez nous dire en commentaire si vous y retrouvez ou pas. En tout cas, Voilà. on a des références claires et concrètes. Oui, c'est important parce que comme je disais encore une Ouais. fois, on n'en parle pas en repas de famille et parfois pendant longtemps on pense que notre digestion, notre transit est normal et en fait ça l'est pas et c'est tellement important à l'époque. Les médecins regardaient aussi les selles des patients, on demandait beaucoup plus comment ça se passait à ce niveau-là. Aujourd'hui, alors à part voilà dans la vision fonctionnelle, dans la naturopathie, etc., où on en parle, mais sinon bah, le médecin demande pas forcément des questions par rapport à ça, puis on reste en pensant que tout est OK, alors que non. Donc des selles qui seraient soit trop liquides, soit trop dures, enfin tout ce qui est sel sèche, tout ça, c'est de la constipation. Même si on y va tous les jours. La constipation, on a tendance à penser que tant qu'on va à la selle tous les jours, c'est OK. Non, si c'est des selles qui sont trop sèches, c'est pas bon. Si c'est des selles qui sont défaites, trop molles, c'est pas bon non plus. La couleur, il faudrait que ce soit couleur un peu carton.
Si c'est des selles qui sont trop foncées, qui sont vertes, qui sont jaunes, voilà, ça c'est pas bon non plus. L'odeur, je dirais aussi, si vraiment il y a une odeur nauséabonde où on doit ouvrir la fenêtre à chaque fois, c'est pas bon non plus. C'est qu'il y a une putréfaction, s'il y a quelque chose qui se fait pas bien au niveau de la digestion. Les odeurs de gaz aussi, hein. Les gaz, si on a trop de gaz, si on a le ventre qui gonfle après les repas, si on a des douleurs au niveau du ventre, tout ça c'est pas bon non plus. Donc normalement on doit avoir le ventre plat, enfin en tout cas notre normalité, ça doit pas gonfler tout le temps. On doit pas se sentir gonflé, on doit pas avoir mal au ventre. Voilà, je dirais que c'est un peu les signes d'une bonne digestion. Ok, top. Comme ça donne des repères concrets. Pourtant, si je résume, on peut avoir une bonne digestion et quand même avoir un problème digestif qui déclenche, enfin qui est un facteur déclencheur de l'inflammation, donc des douleurs articulaires. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus parce que ça, pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire. Tu vois concrètement comment les personnes peuvent repérer, pourquoi ça a encore un impact et comment, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça. Ok, oui, parce que donc si on repère qu'il y a des problèmes digestifs suite à ce que je viens de dire, là je vous invite vraiment à aller voir ça parce que ça peut être effectivement la source des douleurs au genou. Maintenant, si il n'y a pas de signes digestifs, ou alors vous pensiez pas, mais en écoutant la normalité, vous vous dites ah oui Vous en vous fait rendez compte que finalement, j'y suis pas. Donc là pareil, je vous invite à aller vérifier ce qui se passe. Maintenant, si vous vous dites bah non, moi au niveau digestif vraiment j'ai l'impression que tout va bien, mais que vous avez des douleurs au genou, que vous avez peut-être d'autres problèmes de santé, ça peut être des migraines, ça peut être des déséquilibres hormonaux. Alors surtout chez les femmes, on s'en rend bien compte avec les cycles, les règles, etc. S'il y a des grosses douleurs, bref, on pourrait rentrer dans ce sujet-là, mais en tout cas au niveau hormonal, on peut aussi évaluer si ça va ou pas. Si on a de la fatigue, des insomnies, si on a voilà toute forme de fatigue, c'est un signe aussi. Qu'est-ce que je dirais d'autre? De l'anxiété, du stress, tout au niveau émotionnel. Ça peut être des signes. Donc, dès qu'il y a ces signes-là, moi, je dirais d'aller voir vraiment ce qui se passe au niveau du microbiote. Parce que, comme je disais, le microbiote, ça a vraiment un retentissement sur toutes les sphères de notre santé. Et parfois, ça s'exprime pas au niveau digestif, mais par contre, ça s'exprime ailleurs. ok, donc pour être sûr de bien comprendre, je peux être trouver que j'ai des sautes d'humeur un peu plus que ouais, j'ai des sautes d'humeur et puis je suis hyper stressée et tout ça, et en fait ça peut être juste un type d'aliment que je digère pas bien, qui me met dans cet état-là et qui en plus a pour conséquence de déclencher de l'inflammation. C'est ça que tu es en train de dire, Cécile. En Alors, très résumé, hein, j'y vais un peu pied dans le plat, mais alors ça pourrait être peut-être, ça peut être un aliment qu'on digère pas bien et ouais. auquel on réagit et qui crée de l'inflammation, ça c'est possible. Mais ça pourrait être aussi le fait qu'on ait un microbiote qui soit déséquilibré, parce que donc les différentes bactéries, comme je disais, c'est elles qui vont signaler au corps euh, quoi produire, comment le faire, etc. Donc si le microbiote est pas équilibré, il va peut-être aller plus inciter le corps à aller plus vers le déséquilibre et l'inflammation, alors que si c'est équilibré, ça va tout maintenir en équilibre. Hein. Voilà, il n'y a pas trop d'inflammation, tout est équilibré, tout fonctionne bien, etc. Donc, s'il y a un déséquilibre au niveau du microbiote, mais ça c'est pas forcément dû à. Donc, l'exemple que tu cites d'un aliment auquel on est sensible, c'est une des possibilités qui expliquerait qu'il y a un microbiote qui est déséquilibré. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du système digestif, mais il peut y avoir d'autres raisons. ok. Par exemple, des personnes qui seraient, ça peut être héréditaire dans le sens où on peut être né d'une maman avec un microbiote déséquilibré et du coup à la base déjà on part avec un microbiote déséquilibré. Ok. Donc, Donc ça, pas de chance de la vie. Comme là, il y a des gens qui ont comme moi de l'hyperlaxité, une trochlée trop plate, une dysplasie, et bam, on a mal au genou. Merci papa, maman. Et là, ça peut être merci, surtout maman. Là, en l'occurrence, j'ai un microbiote qui est un peu flébard à la naissance parce que celui de ma mère était pas au top et j'attaque pas avec les meilleures chances pour avoir un microbiote qui fonctionne bien. oui, c'est ça. Donc ça peut être, ça peut venir effectivement de notre maman, mais dans ce cas-là, alors le microbiote se constitue quand même dans les 3 premières années de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même le changer. Parfois, c'est long en fonction de notre base, etc. Mais on peut quand même agir dessus
notamment Même par après la 3 ans, hein, parce que oui. tu nous as dit les 3 premières années de vie, là, ça se change facilement, si je résume, mais toute notre vie, on peut changer notre microbiote. Oui, c'est ça. Les 3 premières années de vie, en gros, c'est notre signature microbienne qui va se stabiliser, qui va se Ah, définir. Mais après, on peut agir dessus et le changer tout au long de notre vie. Donc, on sait que quand on fait des changements alimentaires, mais pas que alimentaires, il y a l'alimentation, mais évidemment, il y a le sport qui joue, il y a le sommeil, il y a notre niveau de stress, il y a plein de choses qui, voilà, toute notre hygiène de vie, dans quel milieu on vit, est-ce qu'on est en contact avec la nature ou pas, quelle est notre relation avec notre travail, est-ce qu'on aime ce qu'on fait, notre relation amicale, familiale, est-ce qu'il y a des tensions ou pas, bref, c'est tout ça joue. Et voilà, oui, ça peut faire peur, hein. ouais, ouais, j'ai un travail, ouais, mais en fait, si tout joue positivement ou négativement, il y a un message d'espoir qui est je peux changer des choses dans ma vie, ça va changer mon microbiote, qui vont m'aider à être encore mieux dans ma vie, etc., etc. Ça, c'est si je vois le bon côté des choses. Il faut aussi voir le mauvais côté des choses. En disant tout a un impact, et donc il faudrait que je change tout dans ma vie pour avoir un impact positif sur mon microbiote, pour avoir moins d'inflammation générale, et ça peut aussi faire peur, quoi. Oui, alors je dois dire que tout joue, mais ça, on n'a pas besoin d'avoir tout parfaitement. D'ailleurs, personne ne l'a, hein, d'accord? Oui, oui, oui. Personne n'est Et encore parfait. moins toute la vie. Non, voilà. Donc personne n'a tous les n'a comment dire n'est parfait sur tous les tableaux. Ça, c'est pas je dirais surtout dans notre société, c'est compliqué d'avoir ça. On est souvent stressé ou on a souvent voilà, on fait peut-être trop de choses, on se repose pas assez, on n'a pas forcément une alimentation qui est tout le temps nickel, on bouge pas assez, on est très sédentaire ou on dort pas assez. Bref, donc on n'est pas obligé d'être parfait sur tous les tableaux pour quand même se sentir Ok. bien dans son quotidien. Ouf. Déjà, on enlève cette pression. Bien, bien. Voilà, on fait ce qu'on de notre mieux et ensuite le message d'espoir, c'est que des études ont montré que en modifiant son alimentation, donc c'est ça que je voulais dire, mais finalement, voilà, j'ai dérivé en disant que tout jouait, mais en changeant son alimentation, on voit, les études montrent qu'il y a une modification de notre microbiote au bout de 2 jours seulement. Ah, ça c'est top de signaler. C'est donc on peut avoir des résultats assez rapides. Et est-ce que mon intuition, et peut-être que je me trompe, Cécile, c'est que le moyen, il y a plein de choses qui jouent sur le microbiote, mais peut-être ce qui joue le plus et le plus directement, c'est l'alimentation. Donc si on veut changer notre microbiote, le moyen peut-être le plus rapide, c'est d'agir sur l'alimentation. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est le début, c'est la base. Pour moi, c'est l'alimentation parce que vous avez beau méditer 2 heures par jour, aller dans la nature, etc. Si vous mangez n'importe quoi à côté, forcément, ça va pas. Enfin, il va quand même y avoir un déséquilibre. Je dirais que la première base, c'est quand même l'alimentation. Et ensuite, il y a d'autres choses qui jouent. Donc parfois, je le signale aussi parce que parfois, certaines personnes peuvent rester focalisées complètement que sur l'assiette et pas comprendre et en fait tomber dans quelque chose d'hyper contrôlant en se disant mon Dieu mais en fait non je dois pas du tout manger ça, il faut absolument que je mange ça et puis elle commence à tout calculer et tout ça et en fait sans se rendre compte que bah, ça génère un stress énorme qui lui aussi a un impact sur la digestion, le système digestif, l'inflammation. Oui, complètement. Ce que je disais tout à l'heure, moi je vois des personnes qui, je trouve, ont enlevé énormément de choses de leur vie, gluten, café, viande rouge, laitage, chocolat, gna 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 gna. Quand elles font la liste de tout ce qu'elles ont enlevé, je me dis ah les pauvres, ça doit être quand même hyper compliqué. Et pour autant qu'ils manquent de résultats, alors que finalement il n'y a peut-être pas besoin d'enlever tout ça non plus, que certains aliments agissaient, d'autres non. Et moi je t'avais proposé de venir sur la chaîne parce qu'on partage cette vision des choses, dont il n'y a pas une vérité applicable à tout le monde et on n'est pas obligé d'être parfait pour avoir des résultats et que des fois ça a arrêté parce que l'effet des 80-20, en fait 80-20 c'est la loi de Pareto, des fois 20% des efforts vont permettre d'avoir 80% des résultats et le tout est de trouver nos 20% qui marchent pour nous pour avoir nos 80% de résultats et déjà 80% c'est déjà énorme en fait et ça change complètement la vie. Donc, Oui, voilà, c'est ça qui est pour avoir l'idée, important quoi. aussi. Ça dépend quel est l'objectif, mais l'objectif premier, je dirais, c'est avant tout de se sentir bien au quotidien, de pouvoir faire ce qu'on veut. Si on a envie de faire du sport, si on a envie de partir en voyage, si on a envie de donner toute notre énergie dans notre projet professionnel, tout ça, c'est ça qui compte en fait, c'est que notre corps nous permette de faire ce qu'on veut. Donc c'est la base. Après, est-ce que c'est parfait?
peut-être pas, mais si on se sent bien au quotidien, c'est ça qui est important en premier. Et ensuite, je dirais, c'est de faire de la prévention aussi. Donc les deux forcément sont liés, hein. Si on se sent bien au quotidien, il y a plus de chances que ça aille bien qu'on sur ait le fait les bonnes long terme. choses et donc qu'on soit sur la bonne voie pour être en bonne santé à long terme. Ouais, Voilà, complètement. c'est ça. Et est-ce que tu as des choses concrètes pour faire ces changements-là? Est-ce qu'il y a des basiques que les gens peuvent tester assez rapidement, assez facilement, ou est-ce que là, ça dépend vraiment trop d'une personne sur l'autre? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu vois, je me dis, bah, si moi j'écoutais, je me dis, tiens, mais j'aurais trop envie de tester des choses pour voir ce que ça fait sur moi. Euh, Oui, est-ce qu'il y a ou pas? Ouais. je dirais, bah donc c'est un peu l'équilibre d'abord que j'ai cité au début, hein, Ouais, la avant la base. personnalisation, c'est ça, c'est la base, c'est finalement l'équilibre. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Est-ce que j'ai bien des protéines, des glucides, des matières grasses, des végétaux? Et en bonne quantité, et bien répartie, et on rappelle qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'elles mangent équilibré, alors qu'en fait non. Oui, On peut avoir l'impression de manger sain, et en même temps ça peut être sain mais pas équilibré. Enfin on a vu, c'est une question complexe. Ouais. oui, oui, il y a la qualité des produits aussi, hein, qu'on mange. Donc c'est tout ça, ça joue. Donc déjà, c'est une base. Après, tu disais, voilà, il y a des personnes qui enlèvent trop de choses et c'est pour ça que c'est bien après de faire du personnalisé parce que le risque, quand on enlève trop de choses, et ça, je le vois beaucoup dans les personnes qui ont des problèmes digestifs parce que malheureusement, elles digèrent rien ou pas grand chose. Forcément, elles enlèvent, elles enlèvent, elles enlèvent. Sauf que c'est après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue puisque plus on enlève d'aliments, moins on nourrit de familles de bactéries. Et après, c'est un peu comme dans la jungle, hein, forcément, si toutes les espèces ne sont pas nourries, il y en a certaines qui vont mourir de faim, qui vont disparaître ou vraiment s'appauvrir, laisser la place à d'autres bactéries qui vont prendre le dessus. Et donc, on n'a plus du tout une jungle équilibrée, on va avoir un peu une monoculture. Et là, c'est là que ça pose problème aussi, c'est qu'il y a des familles de bactéries qui vont prendre le dessus. Donc, c'est important de manger diversifié. Ça, c'est peut-être la clé, sans forcément dire quels aliments manger parce qu'encore une fois, j'ai pas une recette miracle qui marcherait pour tout le monde. Mais par contre, diversifier son alimentation au lieu de réduire. Donc, je comprends qu'il y a des choses qui sont, oui, peut-être il faut que je dise ça. C'est de manger diversifié dans les aliments bruts, les végétaux, donc tout ce qui est légumes, fruits, céréales, légumineuses, etc. Mais par contre, enlever quand même les aliments qui sont ultra transformés ou les réduire au maximum. Ok, donc plutôt que de dire pas de laitage, pas de viande rouge, plutôt que d'enlever des grandes catégories comme ça, tu dirais plutôt augmenter la diversité dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales et éviter les plats tout prêts, les produits industriels, etc. Et ça, c'est une meilleure base pour avancer. Parce que si je résume, il y a aussi un piège, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais c'est bien que tu confirmes, qu'il y a un piège à avoir enlevé plein de choses parce que si j'enlève ces choses-là, ensuite je suis plus capable de les digérer et qu'il y a des fois cette erreur qui est de j'enlève pour voir ce que ça donne et quand je remets ça va pas et donc je me dis bah c'était bien parce que je digérais pas bien ces aliments là alors qu'en fait non pas du tout, c'est juste que parce que je les ai enlevés je suis plus capable de les digérer et donc c'est pour ça que quand je les réintroduis euh, ça va pas. Est-ce que ça te paraît juste? Oui, alors Ouais. oui, c'est une partie effectivement parce que quand on mange des aliments pour les dégrader, notamment les produits laitiers, le gluten, etc., il faut des enzymes qui vont dégrader ces aliments. Donc, si on n'en mange plus du tout pendant longtemps, ces enzymes vont s'appauvrir, vont presque disparaître, et après, on aura plus de mal à les digérer. Ça, c'est une chose. Après, c'est aussi le cas, par exemple, quand on enlève c'est le cas pour les personnes qui digèrent pas très bien, elles vont enlever les légumineuses, elles vont enlever l'ail, l'oignon, le poireau, les choux parce que ça les fait fermenter, elles ont beaucoup de ballonnement, etc. Et après, voilà, c'est peut-être là où il faut que je réexplique, c'est que à chaque fois qu'on mange une catégorie d'aliments, si je schématise énormément, c'est un peu comme si chaque catégorie d'aliments allait être digérée par une famille de bactéries. Donc, quand je mange par exemple du chou-fleur, j'ai une famille de bactéries qui adore le chou-fleur et qui va se nourrir du chou-fleur, qui sera trop contente et qui va proliférer. Si je ne mange plus de chou-fleur, cette famille de bactéries, je schématise énormément, hein, mais cette famille de bactéries, elle va un peu s'appauvrir. Ok. Donc, plus on mange diversifié, plus on va nourrir de familles de micro-organismes différents. Et c'est ça qui est important. C'est comme dans la jungle, comme dans l'agriculture, on voit bien que la monoculture, ça fait des ravages parce que dès qu'il y a enfin, pas un prédateur, mais un nuisible, Bactéries voilà, ou ouais.
qui arrive, forcément, ça va décimer toute la culture. Plus on plante de cultures différentes, plus ça va permettre de résister aux envahisseurs éventuels qui vont pas tuer toute la production. Notre système digestif, notre microbiote, c'est la même chose. Plus on a de diversité, plus notre système digestif, notre microbiote va être résilient, robuste et pourra faire face à une bactérie qui passe, à un virus, etc. Ok. Donc plus on va manger diversifié, mieux c'est. Donc il y a et comme je disais, si on enlève certaines familles de végétaux, par exemple le chou-fleur, les légumineuses, parce qu'en fait dès qu'on en mange, on se sent mal, on a des gaz, des ballonnements. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça sera plus difficile de les réintroduire parce que ça fait beaucoup de fibres. C'est un peu le problème du régime sans FODMAP, hein. Je suis partagée sur ce régime-là parce qu'il y a certaines personnes à qui ça va convenir. Donc le régime sans FODMAP, c'est justement on enlève plein de familles de végétaux qui contiennent des fibres. Donc qu'on résume en FODMAP, c'est différentes sortes de fibres qu'on enlève justement parce que ça fait trop fermenter et ça donne trop de gaz. Le problème, c'est que certaines personnes, hein. à certaines Ça personnes. donne trop de base à certaines personnes. Je me permets de Oui, c'était de bien rajouter. précisé. Ouais. C'était bien précisé. À certaines personnes qui ont beaucoup de ballonnements, de gaz, et on leur dit, bah, enlevez ces catégories d'aliments parce que justement, c'est ça qui peut créer vos ballonnements. Le problème, c'est que si on les enlève pendant trop longtemps, une fois qu'on les réintroduit, on a encore plus de ballonnements et on n'arrive plus à les réintroduire. Donc, ce que tu disais, effectivement, c'est une partie du problème, c'est que si on enlève trop longtemps, on a du mal à réintroduire. Par contre, partir du principe qu'on doit forcément manger de tout, c'est pas forcément bon pour la santé parce que effectivement il y aura certaines personnes. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire l'ultra transformé, l'alcool, etc. Le Oui, ça sucre c'est bon pour personne. c'est bon Ouais. pour personne. Mm. Après, certaines personnes auront effectivement besoin d'enlever le gluten, les produits laitiers, de limiter la viande rouge par exemple, d'aller plus sur des protéines végétales. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas de réponse toute faite, mais Mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, en même temps que tu parlais, je voyais tout de suite moi le parallèle avec les exercices physiques. Moi, j'ai plein de gens qui me disent ah mais Aline, on m'a dit que, le truc classique, je ne devais pas m'accroupir, je devais pas mettre mes genoux au sol, je devais éviter ce type de mouvement-là, etc., etc. Et moi, il y a toute une partie d'éducation d'expliquer, mais si vous ne faites plus ça du tout pendant longtemps, votre corps ne sera plus capable de le faire. Et effectivement, vous allez avoir mal systématiquement quand vous allez faire ces mouvements-là. Donc moi, ma vision des choses, c'est pas de les enlever, c'est d'adapter ces mouvements-là. Et s'ils sont trop difficiles pour l'instant, bah oui, on va les éviter pour l'instant et puis on va faire autre chose à la place et puis on va y aller progressivement. Mais surtout pas les enlever, parce que si on les enlève, ben on n'est plus capable de faire. Et si je suis plus capable de m'asseoir au sol et de me relever, si je suis plus capable de m'accroupir, si je suis plus capable d'aller ramasser quelque chose sous ma chaise, ben c'est toute ma qualité de vie qui va diminuer. Et comme tu disais, il y a des personnes, on va pouvoir réintroduire toutes les activités, tous les mouvements au final et sans problème, et c'est vraiment l'objectif final. Et puis des fois, pour certains, on va être quand même obligé d'adapter et de dire, bah ok, la descente en rando, ça va sur 300 mètres de dénivelé, mais ça va pas sur 1500, parce que bah, par rapport aux capacités physiques, non, là, ça fait vraiment trop. Et effectivement, à chaque fois qu'on y va, à chaque fois, il y a douleur, et il y a peut-être par contre d'autres activités qui sont possibles. Et c'est vraiment la même chose. Donc, je trouve le parallèle hyper intéressant. Et ceux qui suivent, qui écoutent Bouche tes genoux, connaissent bien mon discours là-dessus. Donc, ça les aidera peut-être aussi à faire le parallèle sur ce côté alimentaire. Et puis, ils vont comprendre pourquoi je t'ai invité, toi, puisqu'on partage vraiment la même vision des choses. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est ça, effectivement. Je pense aussi, même si je vais plus loin, pour extrapoler un petit peu, sortir de l'exercice physique, de la digestion, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on va parfois dans une société de trop de confort. Où tout ce qui nous génère un petit stress, nous embête un peu, etc. On essaye de l'enlever, de le contourner, de faire autrement, de passer par des machines qui vont le faire à notre place. Et je pense qu'on est dans un excès de confort, et c'est aussi pour ça qu'on est dans une société où on est de plus en plus malade. C'est que je ne sais pas si tu connais la loi de l'hormèse, si ça te parle. C'est en fait l'idée, c'est d'exposer notre corps à des petits stress qu'il est capable de gérer, parce que un peu de stress va renforcer le corps. Trop de stress, ça le submerge, mais pas de stress du tout, ça lui permet pas de se renforcer.
c'est le OK. principe des bains froids. Par exemple, de prendre des bains glacés, c'est le principe. C'est qu'en fait, on va stresser le corps pendant un moment qui va se renforcer. La fois d'après, il sera plus capable d'y faire face, de On moins fait dans une déréguler. activité physique, en fait. On augmente au Exactement. fur et à mesure l'intensité, les charges, etc., pour obliger le corps à s'adapter, pour être capable de faire face à ce type d'effort. Typiquement, si j'ai fait aucun sport de toute l'année, puis je me fais une semaine au ski, à skier 6 heures par jour, bah, le corps, ça a un stress trop important d'un coup. Alors, si je fais du sport toute l'année, quand j'arrive au ski, bah, je l'encaisse très bien et je me régale toute la semaine. Ouais, je comprends Ouais. bien le principe. Ouais. C'est exactement, voilà, si je fais Ouais, le parallèle avec l'alimentation, si je mange je ne mange pas de fibres toute l'année, je vais manger du pain ouais. blanc, des pâtes, du pain blanc, des pâtes, du riz blanc, des produits ultra transformés qui contiennent très peu de fibres, et tout d'un coup je me fais une énorme assiette de pois chiches ou de lentilles, bah ça va pas passer du tout. Ouais. C'est le même principe, c'est en fait exposer le corps à des petits, alors stress, c'est pas forcément le terme, mais en tout cas habituer le corps petit à petit à digérer de plus en plus de choses, à digérer, voilà, pour réintroduire de plus en plus d'aliments dans notre assiette. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on renforce le corps, l'organisme. Les plantes, on s'est aperçu aussi que de plus en plus nos végétaux, nos fruits, nos légumes contiennent de moins en moins de micronutriments, de moins en moins d'antioxydants, surtout d'antioxydants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont moins exposés aux éléments. On les protège, on les fait pousser en serre. C'est plus des plants qui vont être exposés au vent, au froid, qui sont à l'extérieur. Ils sont souvent sous serre, ils sont dorlotés, ils sont chauffés avec une lumière. On leur donne exactement la bonne quantité d'eau, etc. Donc en fait, ils sont en excès de confort et ils ont plus besoin de produire des antioxydants qui sont normalement là pour les défendre. Et finalement, c'est des plants qui Ah. deviennent faibles. Et moi, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de venir comme ça aussi, à force de Et pas être ouais, et comme on exposé. est ce qu'on ingère, entre autres, quelque part il y a un appauvrissement d'excès de confort à tous les niveaux. Ouais, Oui. ok. Est-ce qu'on a bien fait le tour aussi, un des objectifs de ce live, c'était de parler de croyances populaires, enfin, ouais, les plus populaires qu'on a et qui sont fausses en fait par rapport à l'alimentation. Est-ce qu'on a bien vu tout ce que tu voulais qu'on voit, ou tu as d'autres choses sur lesquelles tu voulais alerter et te dire ça on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des grosses croyances qui participent à l'inflammation, qui participent donc aux douleurs articulaires, et tu voulais ajouter. Oui, peut-être. Je sais pas si c'est très clair, et je l'ai peut-être mentionné rapidement, mais comme donc je l'ai dit qu'il y a pas de protocole, hein, ça va dépendre de chaque personne, mais je dirais de pas forcément suivre tout ce qu'on voit sur Internet. C'est pas que ce qui se passe sur Internet n'est pas de qualité, c'est pas ça. C'est que on ne peut pas trouver, pour moi, sur Internet, un protocole qui conviendrait à tout le monde. Donc, vouloir suivre un régime qui est donné, pour moi, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment aller dans du personnalisé. Encore une fois, comme je le disais, il y a des bases. Donc, c'est sûr que si vous avez des douleurs au genou, bon, les produits laitiers, en général, pour les douleurs articulaires, on sait que c'est pas fou. Donc ça, vous prenez pas trop de risques à les enlever d'abord, et après, éventuellement, à aller vers du personnalisé pour savoir vraiment ce qui se passe. Mais Ce que je dis souvent, c'est de les enlever, de voir ce que ça donne. Parce que si je les enlève et qu'il n'y a aucune différence, bah, c'est peut-être pas là où j'ai besoin de mettre mon énergie. Si là, je vois une différence, ok, c'est une piste intéressante à creuser. Je le vois plutôt comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conseille aux personnes. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord, surtout, mais moi, je dis ça, de tester et de voir ce que ça donne. Et dans ce que je constate, bah, voir ce que je garde, voir ce que j'enlève, voir ce qui vaut la peine d'être exploré plus en profondeur. oui, et alors moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ajouterais peut-être une nuance dans le sens où parfois, je pense que ça se ressent pas forcément. C'est-à-dire que on peut enlever, par exemple, je prends l'exemple des produits laitiers, mais ça pourrait être autre chose. On enlève les produits laitiers pendant un mois et en fait, on se dit bon, ouais, en fait, j'ai toujours mal au genou. Bon, du coup, ça veut dire que ça fait rien. Parfois, je dirais que c'est subtil, donc on le sent pas forcément dans les articulations, et surtout on le sent pas tout de suite. Par contre, ça peut être intéressant, et c'est pour ça aussi que c'est, je pense bien d'être accompagné pour aller dans du personnalisé, parce que le personnalisé, on est obligé à un moment de se faire accompagner pour aller vers cette étape-là. C'est qu'on peut faire des analyses, notamment fonctionnelles. Donc moi, c'est des analyses que j'utilise aussi pour aller voir est-ce que les marqueurs inflammatoires ils diminuent ou pas en enlevant les produits laitiers. Peut-être nous on le ressent pas comme ça, mais dans les Ouais, analyses, on hyper peut le voir. intéressant. Et là, on a de la donnée fiable sur lesquelles on peut s'appuyer.
Voilà, c'est en plus, c'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est pas juste les symptômes ou juste les analyses, c'est vraiment les 2 en parallèle. Ouais, comme moi, entre l'IRM et ce que les gens ressentent, si je regarde que l'IRM, j'ai que la moitié des infos. Si je regarde ce que les gens ressentent, je peux deviner a priori ce qu'il y a sur l'IRM, mais je peux pas le vérifier. Donc c'est vraiment exactement, je pense, la même démarche. Donc là aussi, je vois vraiment bien le parallèle et ça peut être super intéressant plutôt que je trouve de tout enlever sans savoir qu'est-ce qui marche pas, ou d'enlever un truc et puis de pas trop savoir, d'être accompagné pour repérer les signaux faibles ou de se poser les bonnes questions, parce que j'imagine, tu vois, la même chose que moi en accompagnement. Des fois, les personnes, bah, elles ont pas l'habitude de ces questions-là, chacun son métier, hein, tout simplement. Il y a des fois des signaux, mais juste elles vont pas faire le lien entre ce signal et le symptôme ou ce qu'on est en train de rechercher, plus s'appuyer sur des données fiables et l'un plus l'autre, ça nous donne des pistes vraiment pertinentes à l'explorer. Au moins, on sait ce qu'on va, là où ça vaut la peine de mettre de l'énergie et là où ça vaut la peine d'aller creuser. Oui, Donc voilà, ça, c'est ça, et d'ajuster, et de ce que tu disais, de mettre les efforts au bon endroit. Donc, ouais. je dirais de manière générale, des symptômes qui pourraient indiquer une inflammation, c'est bon, comme je l'ai dit, tout ce qui est au niveau digestif. À partir du moment où il y a des problèmes digestifs, il y a des manifestations digestives par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, si ça sort d'une bonne digestion ou vous avez des signaux d'une mauvaise digestion, déjà, ne perdez pas votre temps, allez chercher ça. Ouais. Allez voir à ce niveau-là, parce que vraiment, c'est la porte d'entrée de l'inflammation dans tout le corps. Et ça, je vous dirais que vous n'allez pas perdre votre temps à vous occuper Ouais. de ça. Rien à perdre, tout à gagner. Voilà, donc déjà, ça, c'est un signal. Ensuite, si vous êtes en surpoids, ça veut dire inflammation. Si vous avez des migraines, si vous avez, par exemple, de l'endométriose, toute maladie auto-immune, on n'a pas mentionné, mais toute maladie auto-immune, elle commence dans les intestins. Normalement, il y a une perméabilité intestinale avec une inflammation, avec une dérégulation du microbiote, un déséquilibre du microbiote. Donc, toute maladie auto-immune, Hashimoto, spondylarthrite, etc. Tout ça, je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe au niveau digestif, mais vous pouvez vous dire déjà qu'il y a de l'inflammation dans tout le corps. Fatigue, anxiété, stress, donc voilà, migraine, je l'ai mentionné. Évidemment, d'autres douleurs ailleurs. Tout ça, vous pouvez vous dire qu'il y a de l'inflammation. Ok. Quand on dit stress, anxiété, on est quand même dans une période où on a facilement du stress et de l'anxiété. Quand on sent peut-être que ce stress et cette anxiété est excessif par rapport à la situation ou présent en continu, c'est ça que tu veux dire, hein, Cécile. C'est pas, je suis stressée là ces 15 derniers jours parce que j'ai un examen, et que j'ai un concours. C'est pas ça. On parle bien du stress et de l'anxiété qui n'est pas adapté par rapport à la situation. Oui, c'est ça. Oui, oui, tu fais bien de le préciser. C'est tout ce qui est soit chronique, Ouais. soit et ou les deux peuvent aller ensemble, Ouais. effectivement pas adapté à la situation. Donc, si j'ai l'impression que j'ai très peu de résistance, que dès qu'il y a quelque chose d'imprévu, ça me submerge totalement alors que ça devrait pas. Dès que voilà, je suis stressée de manière chronique, le matin je me lève, je suis déjà stressée ou anxieux alors qu'il n'y a pas de raison. Oui, c'est ça qu'il faut aller En voir. train de passer mon permis ou je sais pas quoi. Voilà, effectivement, si vous êtes plutôt de tendance calme, zen, mais que là, vous avez un examen, vous avez quelque chose qui vous stresse et c'est ponctuel, aucun souci. Ça fait partie aussi enfin, je veux dire, c'est la réponse normale du C'est de la corps. vie, ouais, C'est de complètement, la vie, c'est de complètement. la vie. Maintenant, si c'est chronique ou si c'est inadapté par rapport à la situation, comme tu l'as dit, là, c'est que bah, ça peut être un signe d'inflammation. Il y a plein de choses qui peuvent créer de l'anxiété. Encore une fois, le digestif, mais ça peut être des carences en certains micronutriments qui, du coup, aussi engendrent des carences ou des déséquilibres de neurotransmetteurs, d'hormones. Donc, voilà, il y a plein de choses à aller voir à ce niveau-là. Le système nerveux qui peut être dérégulé avec le nerf vague qui fonctionne pas correctement. Là aussi, si on l'a pas du tout mentionné, je pense que ça vaut la peine, mais si vous avez de l'anxiété, du stress de manière chronique, que vous avez vécu des traumas, avec un petit T ou un grand T, peu importe, et on n'a pas besoin d'avoir vécu la guerre vraiment pour avoir vécu un trauma, c'est un événement qui nous a figé à un moment où on n'a pas su répondre, on est resté comme paralysé comme ça. Et parfois, on s'en rappelle pas, on se souvient pas qu'on a eu cette réaction-là, mais c'est normalement, on a tous vécu des traumas dans notre vie. Si on n'a pas su y répondre à ce moment-là, notre système nerveux s'est dérégulé. Et alors, à partir de là, on peut avoir des réactions qui seront plus adaptées.
à la situation. Donc, on va pas réagir, comme tu disais, on va pas réagir de manière adaptée à la situation. Et ça veut dire que notre système nerveux autonome est dérégulé, notre nerf vague n'a plus sa bonne flexibilité et du coup, il va réagir de manière disproportionnée et ça peut engendrer de l'inflammation. Donc, un nerf vague qui Et ça peut dysfonctionne. engendrer un dérèglement du système nerveux de la douleur et donc ressentir des douleurs très importantes par rapport à ce qui se passe réellement au niveau des tissus. C'est vraiment aussi quelque chose sur lequel on revient souvent, donc c'est effectivement intéressant de le mentionner là. Par contre, est-ce que toi, tu fais un lien entre ces traumas qui agissent sur le nerf vague, entre autres, et l'alimentation, ou là, on parle d'un autre sujet, juste pour boucler vraiment sur ce sujet-là? Alors l'alimentation va jouer dans le sens où si on n'a pas les bons micronutriments, donc si on n'apporte pas les bonnes vitamines, les bons minéraux, ça va encore plus déséquilibrer. En tout cas, ça va pas permettre. Il faut savoir que pour rééquilibrer un système nerveux qui est déséquilibré, oui, il y a tout le travail psychologique, le travail sur le système nerveux à proprement parler. Donc il y a plein de techniques qui peuvent être utilisées, des thérapeutes qui font ça très bien avec la somatic experiencing par exemple, le internal family system, je les cite au cas où. Ouais, ouais, C'est des techniques qui vont aller justement réguler le système nerveux et le débloquer. Encore une fois, je grossis les traits, mais débloquer là où c'est resté bloqué à cause d'un trauma. Mais pour pouvoir faire ce travail-là, souvent aussi, ce qui s'est passé, c'est comme on est resté dans ce système nerveux dérégulé pendant trop longtemps, un état de stress chronique consomme énormément de minéraux, de vitamines. Donc en gros, c'est comme si on a resté appuyé sur la pédale d'accélération pendant trop longtemps. On se doute bien que quand on va trop vite, trop longtemps, on va brûler beaucoup plus de carburant, de liquide de refroidissement, etc. Dans notre corps, c'est exactement la même chose. On va brûler des minéraux beaucoup plus vite, notamment le magnésium qui va partir super vite. Et ensuite, ça peut créer des déséquilibres dans le corps parce qu'on n'a plus assez de micronutriments pour fonctionner. Donc, le lien que je fais avec l'alimentation, c'est que c'est d'autant plus important d'avoir ces minéraux-là dans l'alimentation, de les apporter par l'alimentation pour aider ce travail de rééquilibrage du système nerveux et soutenir le système nerveux autonome, le nerf vague. Ok. En gros, si je résume, tout est lié. Quand on a des douleurs articulaires, entre l'exercice physique, l'alimentation, l'état nerveux, mental, etc., et que c'est en agissant sur ces trois points-là qu'on a le plus de chances d'avancer, sachant que certaines personnes ont besoin d'un seul des trois points, parfois deux, parfois trois. Oui, c'est ça. Donc, il y a l'alimentation, il y a l'exercice physique, tu disais, il y a le côté psychologique. Et puis, bon, il y a ceux que j'ai cités au début, évidemment, tout ce qui est hygiène de vie, le sommeil, voilà. Ouais, Tout le ça. sommeil carrément. Sans sommeil, pas de réparation. Le corps, il peut pas fonctionner correctement. Si ça y est pas. D'ailleurs, quand on est jeune parent, on le sent bien. Donc, j'ai des souvenirs de ça où on sent bien qu'il y a plein d'autres, ça a des impacts sur un paquet d'autres choses. Ouais, Oui, ouais, complètement. effectivement. Et l'hydratation, j'ai pas mentionné, ça fait aussi partie Ouais. de la nutrition en quelque sorte. Si on n'est pas bien hydraté, pareil, on risque d'avoir des problèmes au niveau notamment articulaires, pas que, mais Ouais. notamment. Donc, c'est vraiment, voilà, je sais que là, on a parlé de plein de choses, on a abordé plein de domaines. J'espère être pas partie non plus dans tous les sens, mais quand même que ce soit clair, suffisamment clair. Euh, ça peut faire peur parce qu'on a abordé plein de choses et on se dit mon Dieu, mais en fait, je pensais pas qu'il y avait tout ça qui jouait. Donc, ça peut être un peu impressionnant. Maintenant, je dirais que c'est parfois le travail de plusieurs années. On peut pas imaginer, c'est la même chose pour que ce soit des problèmes digestifs, que ce soit des problèmes articulaires. Si ça fait des années, on a mis des années à se déséquilibrer, on peut pas imaginer tout rééquilibrer en un claquement de doigts. Forcément, on aimerait parce qu'on se sent pas bien, on souffre au quotidien, on voudrait que ça aille vite. Mais comme tu disais, souvent, c'est 20% des actions qui vont apporter 80% des résultats. Donc, assez rapidement, et comme je le disais aussi, en changeant son alimentation, on voit une modification du microbiote en 2 jours. Donc, déjà, se dire qu'en commençant à mettre les choses en place, on va ressentir des effets au bout de, voilà, rapidement, parfois une semaine, parfois quelques semaines, parfois un mois, mais ça va quand même arriver assez rapidement si on arrive à cibler correctement les actions à mettre en place. Et après, bah, c'est le travail de plusieurs années, mais en fait, on le fait
automatiquement et c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans l'urgence de vouloir changer les choses parce qu'on se sent super mal dans son quotidien. Ouais, d'où l'intérêt de se faire aider pour trouver ces 20% qui vont nous donner le plus de résultats sans s'éparpiller dans tous les sens, sans se prendre la tête de où aller et des fois perdre des mois et des années, alors que quelqu'un dont c'est le travail qui connaît super bien sa thématique va pouvoir identifier, en disant, voilà, là, je pense que les problématiques, là où les deux, trois problématiques principales, c'est là, et on va déjà agir là-dessus. Ça va donner des premiers résultats et on a des premiers résultats, c'est ce qui donne l'énergie, l'envie, le courage d'aller des fois s'attaquer à des choses un peu plus en dessous. Mais déjà, c'est là où on a le plus de résultats et plus efficace aussi. Oui, c'est ça et enfin, je l'ai pas mentionné, mais effectivement, avec un accompagnement personnalisé, on peut aller voir, notamment grâce à des analyses fonctionnelles, par exemple, tester, les IgG, donc les anticorps de certains, comment on réagit à certains aliments. Par exemple, savoir si effectivement les produits laitiers, le gluten, mais bon, là, on cite ceux-là, mais ce qui est un peu, comme ils disent en anglais, tricky, qui est un peu parfois qui peut piéger, c'est que on peut réagir. C'est pour ça qu'on est tous différents et que parfois c'est un peu difficile. C'est qu'on peut réagir à des aliments qui peuvent être considérés complètement comme sains. Par exemple, certains vont, on prône le kombucha, l'avocat, etc. en disant que c'est des aliments santé, mais en fait, si vous avez une intolérance à l'avocat, bah, vous allez en manger en pensant que c'est la bonne chose à faire et en fait, votre système immunitaire, il est déclenché à chaque fois par la consommation de l'avocat. Il va déclencher de l'inflammation et votre inflammation, elle va perdurer. Donc, en faisant des analyses, on peut aussi doser si on a des doutes sur certains aliments. On dose pas non plus 50 aliments, mais si on a des doutes sur certains aliments, on peut aussi les doser pour voir effectivement est-ce que le système immunitaire il réagit à certains aliments qui créeraient de l'inflammation ou pas. Donc ça, c'est l'avantage d'être accompagné, de pouvoir faire des analyses. Ouais, et puis ça te permet d'avoir des données fiables sur lesquelles on s'appuie et pas uniquement des sensations, des impressions, etc. Oui, Ouais, oui, parce top. qu'il y a plein de choses, plein de sensations qu'on perçoit pas. Il se passe des choses dans notre corps et pourtant on le perçoit pas forcément. On n'a pas l'impression que ça évolue ou pas, c'est parfois difficile. Ouais, qui a un gros travail, moi, que je fais avec les personnes que j'accompagne, qui est sur les sensations physiques. En fait, souvent, les gens me décrivent quelque chose, et puis moi, j'ai posé 15 milliards de questions, parce que, en fait, c'est dans la précision des réponses que ça me donne des indices pour comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, et donc, sur quoi on peut agir, etc. Et souvent, bah, j'ai mal quand je fais tel truc. Ok, mais t'as mal où? Comment? Ça arrive à quel moment? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que quand tu fais ça, ça se manifeste de la même manière? C'est la même douleur, c'est pas la même douleur, en quoi elle est pareille, en quoi elle est différente. Et ça peut être surprenant au début pour les personnes, mais en fait, c'est cette finesse-là d'information qui nous permet de faire des bonnes hypothèses et d'aller chercher des bons résultats. Donc, Oui, oui, c'est ça, c'est comme comment dire, les questions que je peux poser sur le transit. Parfois, les personnes se disent: «Mais elle a besoin de savoir de quoi est-ce que les gars sentent mauvais, est-ce qu'ils sentent le soufre ou pas?» Voilà, moi, ça me donne plein d'indications justement pour savoir où aller chercher, d'où pourrait venir le déséquilibre. Et ensuite, voilà, comme je disais, c'est à la fois l'observation des symptômes et à la fois, on peut s'aider de données scientifiques avec des analyses fonctionnelles, par exemple. Donc voilà, ça permet d'être plus précis plutôt que de tomber dans le piège, d'enlever trop de choses, comme on disait parce qu'on a lu plein de choses sur Internet et on se dit parfois, ben, ah oui, alors ça peut déclencher de l'inflammation, puis ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi. Donc finalement, on enlève tout. On se retrouve dans une alimentation qui est de plus en plus pauvre. Et comme je le disais, forcément, on rentre dans un peu un cercle vicieux où on mange moins diversifié. Ça appauvrit notre microbiote. Ça crée un déséquilibre, de l'inflammation, etc. Ouais, top. Écoute, merci pour toutes ces informations. C'était très riche, très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes veulent creuser un peu plus loin avec toi, retrouver des infos? Est-ce que tu peux nous dire Oui, bah merci, ouais, c'était riche. On a donné pas mal d'informations, je pense. Alors moi, j'ai un site internet, c'est www.cecilecaron.com. on mettra en dessous? Voilà, donc là sur mon site internet, on peut retrouver ce que je propose, des accompagnements personnalisés ou le programme en toute autonomie Fresh Start dont j'ai parlé tout à l'heure pour rééquilibrer l'assiette. Et ensuite, donc j'ai aussi des petites ressources gratuites. Comme un quiz pour savoir donc si vous avez des gaz, des ballonnements, pour savoir
d'où vient le problème. Vous aurez compris, je pense que mon travail, c'est à chaque fois un travail de détective, de trouver le pourquoi de la problématique. Donc ce quiz aide déjà à identifier d'où pourraient venir les gaz et les ballonnements. J'ai des e-books de recettes aussi, notamment de petit déjeuner ou de recettes apéritifs, pour voilà, trouver des idées, savoir comment faire. Et j'ai un podcast aussi depuis peu qui s'appelle Parlons Digestion, où voilà, Mettre en dessous. j'aborde plein de sujets autour de l'alimentation, de la digestion notamment. Moi, je vous rajouterai aussi en description donc la vidéo d'exercice physique spécialement pensée pour les personnes qui ont l'inflammation au genou. Comme ça, vous allez retrouver toutes les ressources en dessous et ça va vous permettre d'aider, vous aider à avancer à la fois sur le côté exercice physique et alimentation. Comme ça, vous avez le combo total. Et ben écoute, merci beaucoup Cécile, c'était très intéressant, très riche effectivement. Et puis à très bientôt.